Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens, en partenariat avec le quotidien La Croix, avec Radio Notre-Dame et les radios chrétiennes en France, RCF. Notre invité aujourd'hui est Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de l'Eure, vous présidez le Nouveau Centre, vous êtes également le cofondateur du nouveau parti, l'UDI, et vous avez été ministre de la Défense. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour. Par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Par Romain Mazenot pour RCF. Bonjour. Et c'est Laurent de Boissieu pour La Croix qui ouvre le feu. Le gouvernement François Hollande et Jean-Marc Ayrault ont confirmé qu'il y aurait bien une grande réforme fiscale durant le quinquennat, alors sur la durée du quinquennat. Est-ce que vous, qui êtes un libéral, ça vous inquiète ou ça vous rassure finalement de voir qu'une promesse de François Hollande devrait être en tous les cas bien confirmée dans les actes? Hervé Morin. Qu'il y ait une nécessité d'une réforme fiscale, oui, mais laquelle? Toute la question, elle est là. Fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG, ça vous... Je termine. Deuxièmement, est-ce que vous croyez, un tant soit peu, que politiquement, au-delà du fait que, bien entendu, on voit que c'est un moyen d'évacuer la question de l'écotaxe, des différents cafouillages en matière de fiscalité, on voit bien qu'on essaie de faire une diversion sur le sujet. Est-ce que vous pensez un seul instant que ce pouvoir-là est en capacité de mener une quelconque réforme? Il n'est plus capable. C'est un gouvernement incapable au sens de l'incapacité à mener quelque chose. Quand vous êtes à un tel niveau d'impopularité, de rejet, c'est grosso modo, au pire, ou au mieux, j'allais dire, 3 ans d'immobilisme auquel vous pouvez d'ores et déjà vous attendre. Et après, vous aurez des gesticulations diverses et variées qui inquiéteront, qui satisferont. Mais le schéma, il est déjà écrit. Il ne se fera plus rien. Et d'ailleurs, mieux vaut qu'il ne se fasse plus rien, compte tenu des catastrophes qu'on a eues depuis 18 mois. Mais sérieusement, il ne se passera rien en matière de réforme fiscale. La réforme fiscale, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Je vous rappelle une seule chose. Ça fait, je crois, à peu près une bonne dizaine d'années qu'on annonce la réforme de la fiscalité locale. Les textes sont votés. Ça n'a jamais été mis en application parce qu'on sait que vous créez forcément un niveau d'impopularité pour tous ceux pour qui ça va augmenter, même si pour une grande majorité, ça modifie, éventuellement, ça fait baisser votre impôt local. Donc je ne crois absolument pas à cette fable-là. Mais quand vous dites que le gouvernement est incapable de réformer, notamment sur la fiscalité, est-ce que vous remettez en cause sa légitimité politique ? J'ai dit chez un de vos confrères que pour moi, le vrai sujet de fond à travers l'impopularité, c'est que on a dépassé le stade de l'impopularité lié à des politiques. C'est d'ailleurs ça le drame, c'est qu'on a un gouvernement impopulaire qui n'a rien fait. Au moins qu'on soit populaire pour impopulaire parce qu'on a fait des réformes qui sont dures mais nécessaires pour le pays. Que le gouvernement Schröder soit impopulaire en 2001 après les réformes Hartz, très bien. Il a été à 2 doigts de gagner les élections 4 ans plus tard. Quelques mois après, il les aurait gagnées. Là, on est impopulaire, et surtout, pire que ça, c'est qu'aujourd'hui, les Français, compte tenu de la symbolique du chef de l'État, je dis qu'aujourd'hui, François Hollande souffre d'une vraie question qui est celle de sa propre légitimité. On est dans une monarchie républicaine. On est d'ailleurs à tort dans un système dans lequel on pense qu'il y a un homme providentiel capable de régler tout dans le pays et qu'il suffit que cet homme providentiel accède au pouvoir au lendemain d'une élection présidentielle qui est un acte cathartique, une espèce de dramaturgie créée. Vous n'êtes pas favorable au suffrage universel? Pour l'élection présidentielle. Je dis que c'est une gangrène pour la démocratie française. Si on veut bien s'y arrêter, on en parlera 2 minutes parce que ça me semble un sujet de fond. Mais je reviens sur cette histoire de légitimité. François Hollande aujourd'hui apparaît pour les gens comme quelqu'un d'incompétent dans la fonction qui est la sienne. Il est encore à la synthèse du Parti socialiste. Il n'est pas premier secrétaire du PS, il est président de la République, dans un pays qui a concentré tous les pouvoirs dans les mains d'un homme. Et donc, il y a cette légitimité-là. Et deuxièmement, il y a cette autre crise de la légitimité qui est que représente le fait qu'il n'applique pas le programme pour lequel il a été élu. Grosso modo, on a un homme qui a raconté des histoires à des segments de population, à des segments d'électorat, et qui aujourd'hui essaie de faire ce qu'il peut. Et donc, on va avoir, malheureusement pour le pays, une phase, au mieux d'immobilisme, au pire de construction progressive d'un sentiment insurrectionnel.
insurrectionnelle. Romain Mazenot. Je reprends RCF. la question de Laurent Boissieu à laquelle vous n'avez pas répondu sur la fusion de l'impôt sur le revenu et Excusez-moi. de la CSG. Oui. S'il s'avère que le gouvernement peut faire quelque chose en matière fiscale, contrairement à ce que vous dites, est-ce que sur ce point-là, Il se est-ce passera que vous devrait rien, je aller vous dans le dis, ce moi. sens-là? Je vous le dis, il ne se passera rien. Mais est-ce que sur cette Mais- question-là, Supposons que, voilà. On ne va pas aborder la question de la fiscalité sur un point, qui est la fusion CSG, impôt il y a sur le une niche revenu. fiscale, il y a- Ok, Vous ne devez pas dire si vous êtes pour ou contre. Attendez, je vais y venir. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous ayons une politique fiscale qui soit... Je ne cherche pas du tout à évacuer la question, mais c'est plus compliqué que ça. On ne peut pas aborder simplement la question CSG-IR, impôt sur le revenu. Pour moi, la politique fiscale que doit construire le pays, elle doit reposer sur 2 piliers majeurs. Pourquoi 3? Le premier, bien entendu, c'est un système efficace et équitable, efficace en termes de perception et équitable en termes de prélèvement sur les citoyens. Le deuxième pilier majeur, c'est la stabilité fiscale. Les gens n'en peuvent plus. Les gens vous Et là, disent, on est loin du compte, foutez-nous la paix, laissez-nous travailler, laissez-nous produire, laissez-nous investir, ne nous changez pas la règle. Là, moi, j'ai constaté, alors là, le ras-le-bol fiscal étant tel, c'est maintenant le niveau des prélèvements. Mais pendant très longtemps, la question centrale de nos compatriotes, c'était celle-là. C'était, est-ce que vous allez nous foutre la paix et arrêter de changer la règle tous les 3 mois? Je prends un exemple simple. J'ai été un jour visiter la filière solaire à Chambéry, puisqu'il y a un pôle solaire à Chambéry. C'était l'année où on avait changé 3 fois le prix de rachat de l'électricité. C'était l'année où on avait changé en permanence les normes en matière de constructibilité, les différentes procédures d'habilitation, etc. Et donc finalement, vous aviez des chefs d'entreprise qui vous disaient « Mais comment voulez-vous investir alors qu'on a besoin du long terme pour investir ?» Et donc on a besoin de stabilité. Et la troisième, et j'en viens ainsi à la question que vous posez, c'est de construire ce que je suis en train de faire au titre de l'UDI, et je vous invite à relire déjà ce que nous avons proposé au Conseil national de l'UDI, c'est de construire une politique de l'offre. Alors, tout le monde n'a pas fait forcément des cours, n'a pas été forcément à l'université Mais vous n'allez pas en nous faire un économie, cours. mais il faut construire une politique qui, d'abord et avant tout, soit axée sur la création de richesses, sur l'investissement, sur l'innovation, sur l'intelligence, bref, sur ce qui va permettre de créer de la production et de l'investissement qui ensuite conduira, bien entendu, à de la répartition et de la solidarité et de l'emploi. Et donc, si on est dans ce cadre-là, la fusion CSG-IR, ça a un sens. Voilà. Mais dans ce cadre-là. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Alors, 2 questions d'abord sur la stabilité, parce que quel que soit le gouvernement, cet Je excès suis de d'accord. réglementation, l'absence de stabilité, on l'a connu aussi bien sur des gouvernements de droite que de gauche. Donc ce n'est pas Complètement la personnalité de François Hollande qui est mise en cause. Bon, je vous Non, mais laisserai ça, répondre sur ce point. Et un autre point, vous dites, il ne se passera rien. On peut avoir une lecture un peu différente. Il s'est déjà passé beaucoup de choses. Le gouvernement a très bien tenu sur les questions sociétales, sur les questions d'augmentation d'impôts, changement de quotient familial, tout ça a très bien tenu. Sur l'évasion fiscale, il y a beaucoup de contribuables qui sont rentrés dans le rang. Finalement, ce À la gouvernement faveur- serait déterminé. Enfin, quand même, il y a quand même, je sais pas, plus Ouais. de 6 000 contribuables, je crois, qui ont régularisé leur situation, ce qui prouve que le gouvernement tient quand même. On n'est pas dans une situation d'immobilisme, mais plutôt quand même d'une forme, alors certains diront peut-être obstination ou persévérance. On revient en permanence en arrière sur tel ou tel dispositif. Enfin, je ne veux pas en faire la liste, mais on a eu des impôts qui ont été annoncés un jour, transformés le lendemain, puis abandonnés le 3e jour. Alors, bien entendu, on peut toujours trouver des sujets sur lesquels il y a eu plus d'obstination, mais même sur les sujets que vous évoquez, on a eu des allers-retours. Est-ce qu'on prend en compte la déduction pour les études, etc. Tout ça a fait l'objet de changements en permanence. En permanence. On a des impôts qui ont eu 3 statuts différents en l'espace de 15 jours. C'est de l'improvisation, c'est de On la préparation. a de l'amateurisme complet. Je vous rappelle que sur l'écotaxe, on est passé de la création à la suspension et on finira par la disparition du système. Vous pensez ça Ça, disparition, vous êtes sûr? Ouais. Bah, oui, parce que... Chez vous, dans l'heure, on dit quoi de l'écotaxe? La même chose que partout en France. Ouais. Voilà. On arrête tout? Les gens ne comprennent pas un système dont nous sommes d'ailleurs responsables, de prélèvements aussi élevés par rapport à la recette, ne comprennent pas un système dans lequel ils ont le sentiment déjà des gros contribuables, l'automobiliste. Et en vérité, il aurait fallu créer un système qui soit beaucoup plus pertinent que cela, c'est-à-dire permettre
aux paysans bretons de pouvoir exporter, si je puis dire, de sa Bretagne ses choux-fleurs, ou sa viande, et avant tout taxer les flux de transport internationaux qui, eux, n'apportent pas de richesse et qui, en revanche, contribuent à dégrader les infrastructures que nous payons avec nos impôts. Voilà. Mais moi, je vous le dis, je pense que nous aurons... alors, je réponds à votre première question. Est-ce que nous-mêmes avons été de bons élèves? Non, je l'ai dit et redit. Et moi, j'ai fait une proposition. J'ai d'ailleurs vu avec beaucoup de bonheur que Valérie Pécresse, Bruno Le Maire reprenaient les mêmes aujourd'hui. J'ai dit il faudrait appliquer un principe simple. Lorsqu'on a modifié une loi fiscale une fois durant le quinquennat, on n'a plus le droit d'y toucher. On bouge plus. Ouais. Ça vous imposerait de réfléchir bien avant toute modification, avec de vraies études d'impact, un vrai contenu. Et deuxièmement, d'éviter cette espèce de Parkinson fiscal dans lequel nous sommes, où les parlementaires, tous les jours, ajustent par voie d'amendement, on fait la petite concession, etc. Mais nous n'avons malheureusement pas été plus exemplaires que les autres. Et d'ailleurs, je reviens à un sujet plus général, si aujourd'hui le Front National est aussi élevé, c'est parce que nous sommes co-responsables de cette situation. Elle n'appartient pas qu'au PS, elle nous appartient aussi. Laurent de Boissieu-Lacroix. Justement, vous venez, l'UDI, donc aussi le nouveau centre, de créer une nouvelle structure, l'alternative avec le MoDem de François Bayrou, votre ancien compagnon de beaucoup de combats avec lequel avant que vous êtes fâché. Divergiez. Vous avez vu en fait que Laurent de Boissieu, finalement, l'histoire m'a finalement donné raison. C'est-à-dire? Expliquez-vous, justement, parce que... Voilà. Dites-en plus. Non, parce que j'ai souvent lu Laurent de Boissieu avec des analyses un peu différentes de la mienne. Quand je disais qu'en 2007, lorsque je me suis séparé de François Bayrou, que le centre avait vocation d'être avec la droite et que le centre indépendant l'amenait à l'isolement et à la disparition, c'est finalement le constat que fait François Bayrou. Donc c'est François Bayrou qui vient sur vos positions. C'est François Bayrou qui constate que la construction d'une majorité social-démocrate en France est impossible. La conséquence très concrète aujourd'hui, il y a la préparation de l'élection municipale. Est-ce que ça signifie que, parce qu'il y a la charte que vous avez créée... Non, je suis assez content d'avoir raison a posteriori. Le centre est à mais droite, finalement, c'est moi qui avais raison. Et si le nouveau centre n'avait pas existé en 2007, nous n'en serions pas là aujourd'hui. C'est en effet vous qui avez maintenu la filiation de UDF. Le Parti radical était parti à l'UMP en 2002. Nous avons tenu avec des bouts de ficelle cette formation. Nous avons été des strapontins, en effet. J'en ai beaucoup souffert, même si j'ai eu le bonheur d'exercer des responsabilités fantastiques et passionnantes qui ont été celles de la défense. Mais il n'empêche que s'il n'y a pas cette petite flamme en 2007, il n'y a pas l'UDI en 2012. Et il n'y a pas aujourd'hui le rassemblement progressif de la famille centriste. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais ça me fait plaisir. Sur la préparation de l'élection municipale, concrètement, votre charte que vous avez signée avec François Bayrou, Jean-Louis Borloo, vous-même François Bayrou, n'est pas très claire. Est-ce que le MoDem, qui a fait des alliances avec le PS dans certaines villes en 2008, peut continuer à faire alliance avec des listes PS-MoDem municipales de mars 2014? Oui ou non? La question est simple. Qu'il y ait des hommes qui, à titre individuel, ou des femmes qui, à titre individuel, dans des majorités socialistes, continuent à l'être, on ne peut pas leur reprocher. À titre individuel, donc il n'y a plus... Sans étiquette, donc. L'étiquette MoDem n'est plus possible avec ça change mais tout. il ne peut pas y avoir de soutien national de listes dans lesquelles le MoDem et le PS font cause commune. Et le MoDem est d'accord là-dessus? J'ai le sentiment. Oui, mais, pardonnez-moi, mais c'est un Louis petit peu, vu de l'extérieur, c'est un petit peu un double langage. Ça veut dire, allez-y quand même, on vous laisse y aller, mais on n'a pas la validation nationale. C'est une façon de tolérer quand même une situation. Pour ceux qu'on ne peut pas éviter. alors, Est-ce que ce n'est pas un risque de confusion? Pour nous, issus des familles démocrates chrétiennes et libérales, si nous n'acceptons pas la capacité des corps intermédiaires de construire eux-mêmes des projets politiques, qui le défendra? Nous sommes de ceux qui considèrent qu'on doit redonner la responsabilité aux structures de base de la société française, que la famille doit retrouver sa responsabilité, que les syndicats patronaux et salariés aient leur part de responsabilité sur deux sujets, que l'école ne soit pas simplement un système centralisé géré par un hyper-ordinateur qui défaille tous les matins, qui est à rue de Grenelle, etc. Et donc, que nous disions qu'en effet, une gestion de commune, ce n'est pas simplement l'addition de formations politiques, mais que ce sont des hommes et des femmes qui portent un même projet pour leur ville, franchement. Moi, dans ma liste, j'ai des gens de gauche.
Et quelle que soit la taille de la commune. Oui, mais vous n'avez pas de gens étiquette PS, c'est pas une liste PS. Non, oui, mais je voilà. dis bien. Et je pense qu'on peut accepter quelques singularités liées au fait que quand vous avez construit un projet politique porté un projet politique pendant 6 ans, que vous en portez un nouveau devant vos électeurs, que ces hommes et ces femmes ne décident pas parce qu'il y a eu un accord national de rayer tout du jour au lendemain, non? Une dernière C'est au question. chapeau. Une dernière question de Les Romain questions, c'est moi Mazenot qui qui les va nous pose, dire c'est si ça le choque ou pas. Romain Mazenot, une dernière question. Après les municipales, il y aura les européennes. On sait que l'Europe, c'est dans votre ADN, c'est dans l'ADN du centre. Mais l'Europe n'a pas la cote auprès des Français. Comment vous Ça, allez c'est faire sûr. pour faire aimer à nouveau l'Europe? En leur disant que on aime tellement l'Europe qu'il faut une autre Europe. C'est-à-dire une suffisant. autre Europe? Il faut... on a perverti l'idée européenne. On a fait de l'Europe... C'est la faute de qui, ça? Faute collective, d'espèce de... Il y a trois défauts, trois tares dans le système aujourd'hui. La première, c'est l'absence de politique et de démocratie. La deuxième, c'est l'absence de définition des responsabilités qui doivent relever de l'Europe et celles qui doivent relever des nations. Et la troisième, c'est un système institutionnel qui mélange en permanence le fédéral et l'intergouvernemental. Si je veux à peu près résumer les choses. Donc là aussi, c'est pas lisible, c'est ça? Donc, rien n'est compréhensible pour personne. Je vais prendre un exemple. La semaine dernière, j'étais à Granville. Il y a un pêcheur qui m'interroge sur la pêche. Bon. La politique de la pêche. On est typiquement dans un domaine où une partie est déterminée par les Européens, par les institutions européennes, pardon, et une partie est restée dans la main des politiques nationales. Et donc on a un système complètement incohérent. Et ce qui fait que quand vous êtes pêcheur anglais ou irlandais, vous pouvez aller pêcher dans les eaux extra, au-delà des 12 000, dans des conditions qui sont interdites par les pêcheurs français. Qu'on vous autorise à embaucher un Surinamien à 300 € par mois, quand les pêcheurs français ont bien entendu des systèmes de protection sociale et de salaire différents. Et donc soit vous considérez que la pêche, compte tenu de ce que ça représente, de la gestion de la ressource halieutique, etc., c'est un domaine qui doit être purement européen, ça devient totalement européen. Et, et tout le monde se retrouve sous la même toise. Et par ailleurs, quand on parle d'Europe, il faut arrêter, on a des institutions démocratiques, mais il faut mettre de la politique. Et la politique, ça veut dire avoir des listes européennes le même jour sur l'ensemble des pays européens. Une seule liste commune sur tous les pays. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les Européens se disent, quand je vais aller voter au Parlement européen, je peux changer de politique. Comme quand ils votent à l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui manque. On a des institutions européennes, mais les gens se disent c'est toujours la même politique. On vous a bien compris, Hervé Morin, vous appelez en quelque sorte à une refondation de l'Europe. On va y revenir. Avec une avant-garde. Avec des avant-gardes. Avec une bien précises. avant-garde de pays qui, ensemble, décident d'aller vers l'intégration. Moi, j'ai vu en matière de défense, vous ne ferez jamais d'Europe de la défense, c'est du bavardage. Ça fait plaisir, Personne n'y croit. Et pourquoi? Parce qu'ils n'en veulent pas, déjà. Ils n'en veulent Mais pas. qui n'en veut Les pas Européens n'en veulent pas, parce que c'est une vraie question, hein. Ouais. Question Oui, ontologique. on se souvient hein. de la CED autrefois. Oui, C'était- c'est ça nous 54. rajeunit pas, mais bon. Mais, Ouais. non, mais on n'était pas nés. Mais les Européens ont démissionné, ce qui est terrible, un pays de prospérité, un continent de prospérité a démissionné sur l'idée d'assurer sa sécurité par lui-même. Ensemble, ouais. Par lui-même, en confiant aux Américains cette question-là, avec des Américains qui progressivement s'écartent de l'océan Atlantique pour regarder un peu plus Du côté du Pacifique. de l'autre côté, du côté du Pacifique. Et l'Europe de la défense est impossible parce que, un, les Européens ont démissionné, et deuxièmement, parce que certains pays européens n'en veulent pas. Si vous parlez à un Tchèque, pour ne pas citer un Anglais, ou un Hongrois d'Europe de la défense, c'est pour eux un sujet qui les fait voir rouge, qui les amène à voir rouge immédiatement. Voire Donc, rouge, toutes choses restant égales par ailleurs. bien entendu. Donc, Bien. donc, vous voyez bien que là-dessus, si vous n'avez pas un noyau dur et une avant-garde qui décident ensemble d'aller vers une intégration, ça ne marchera pas. Très bien, on vous a compris. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens et nous retrouvons dans un court instant Hervé Morin, notre invité, coprésident de l'UDI, ancien ministre de la Défense. À tout de suite.
Retour sur le plateau de KTO pour Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui est Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, député de l'Eure, président du Nouveau Centre et cofondateur de l'UDI. Il est interrogé dans cette édition par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui ouvre le feu de cette deuxième partie de Face aux Chrétiens. Alors le guide suprême iranien Ali Khamenei a déclaré hier que Israël avait vocation à disparaître. C'est une déclaration qui complique pour le moins les négociations en cours sur le nucléaire iranien. Est-ce que ça justifie a posteriori la fermeté de la France sur ce dossier? J'approuve la fermeté de la France. J'approuve la fermeté européenne face aux atermoiements, aux hésitations de la diplomatie américaine. Il faut être ferme vis-à-vis de l'Iran. Il faut être extrêmement ferme. C'est ce que vous dites de votre expérience de ministre de la Défense. Mon expérience me dit que si l'Iran accède à l'arme nucléaire, au-delà de la question de l'existence d'Israël, c'est un facteur de déséquilibre colossal. Moi, j'ai encore en tête des déclarations d'un certain nombre de chefs d'État de pays de la région disant si l'Iran accède à l'arme nucléaire, nous serons obligés, nous aussi, de nous doter de l'arme nucléaire. D'ailleurs, derrière ça, il y a un vrai sujet, qui est la disparition de l'arme nucléaire. Vous voyez, tenez ça, voilà un beau sujet. La disparition de l'arme nucléaire, c'est-à-dire oui, vous appelez à la fin de la dissuasion française? Je dis que la France et l'Europe devraient porter le message de l'abolition de l'arme nucléaire. Pourquoi? Parce que, bien entendu, sans naïveté, c'est-à-dire qu'on n'abandonne pas l'arme nucléaire seule et puis on laisse les autres continuer à faire joujou dans leur coin. Mais je dis que en mettant les Russes et les Américains, qui sont dotés de 95% de l'arsenal nucléaire mondial, devant leurs responsabilités, nous leur demandons progressivement d'aller vers ce chemin-là. Je vais vous dire pourquoi. Ça doit être une demande européenne, c'est bien ça que vous dites. Oui, ça serait un beau message pour les Européens qui ont tant souffert des guerres que de porter cette idée-là. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que le traité de non-prolifération ne correspond plus à l'ère nouvelle dans laquelle nous sommes. Comment, sur le long terme, obliger des pays émergents accédant à des niveaux de richesse plus importants que le nôtre et à des niveaux d'influence au moins aussi importants que le nôtre, de rester des nains militaires? C'est absolument impossible. Et donc on voit bien que sur le long terme, la non-prolifération n'est pas tenable. Et donc le seul moyen, à mon sens, d'éviter cette prolifération, c'est d'exiger la suppression de l'arme nucléaire sur l'ensemble de la planète. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Je trouve votre message un peu paradoxal, parce que juste avant, vous nous avez dit comment se fait-il que l'Europe accepte de se désarmer, de refuser de se défendre elle-même? Or, précisément, là, vous nous dites, tiens, il faut abandonner ce qui représente un vecteur de dissuasion. J'ai pas dit seul. J'ai bien précisé qu'il s'agissait d'un engagement politique et d'une démarche diplomatique qu'il faut aborder sans naïveté. Il ne s'agit pas de dire demain matin, on abandonne notre dissuasion française et après, on verra ce qui se passe. Je dis simplement que si on veut bien raisonner sur le moyen terme, la prolifération sera inéluctable. Et je dis face à ça que le seul moyen, c'est que l'ensemble du monde aille vers cette exigence-là de l'abolition de l'arme nucléaire. Oui, mais depuis les traités qui remontent déjà aux années 60, on n'est pas prêt d'arriver à cette perspective-là. Sauf que... Donc on va se désarmer tout seul, en fait. Non, j'ai pas... Mais attendez, là, tous ensemble. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il s'agissait de désarmer tout seul. J'ai dit qu'il s'agissait de désarmer tous ensemble. C'est pas du tout pareil. Ouais. Mais je dis qu'on pourrait être porteur de ce beau message de paix. Mais ça ne veut pas dire que lorsque vous avez décidé collectivement, je dis bien, pas seul, pas la France seule, collectivement de supprimer ou d'aller vers cette démarche-là, qu'il faut pour autant se désarmer. C'est deux choses différentes. Vous n'appelez pas au désarmement. Il y a l'armement conventionnel qui, aujourd'hui, malheureusement en France, devient progressivement un parent pauvre. C'est une autre question. On va y revenir. Laurent de Boissieu à La Croix. Je reviens sur la question de l'Europe et des Européennes. Vous avez dit tout à l'heure que vous comptez porter le message d'une autre Europe. Est-ce que finalement ce message-là a été celui plutôt des personnes qui étaient sceptiques vis-à-vis de l'Europe qui se construit? Vous avez soutenu cette construction, vous avez soutenu tous les traités successifs. Est-ce que vous ne risquez pas de brouiller de votre image? Non, pas tous. Plutôt que de... Le traité de Nice, nous ne l'avons pas voté. Oui, mais qui n'était pas... Le traité de Nice, non, mais ça c'est de l'histoire. Mais le traité de Nice, c'est un traité majeur parce que c'est celui qui justifie l'élargissement.
Enfin, vous avez soutenu Maastricht, vous avez soutenu le traité Bah, constitutionnel c'est oui, européen, bien sûr. le projet de constitution européenne. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas de brouiller votre image et d'aller sur le terrain des eurosceptiques plutôt que positiver l'Europe que vous avez globalement tout de même soutenue et autre question, mais qui est liée, est-ce que vous allez assumer le terme Europe fédérale? Parce que c'est l'ADN de votre famille Oui, politique. bien sûr. Est-ce que vous allez Et moi, assumer ce terme-là dans la campagne électorale? Je l'assume. Hervé Morin. Et j'espère que nous l'assumerons. La seule chose, c'est que dans un peuple vivant dans un État unitaire qui n'a jamais connu de près ou de loin réellement le fédéralisme, vous ne pouvez pas le faire comme ça. Moi, je préfère qu'on dise aux Français que nous avons besoin d'une avant-garde de pays qui, en effet, sont dans une démarche fédérale et qui réservent à l'Europe, pour le reste, une zone de libre-échange, qui d'ailleurs règle en même temps la question de la Turquie. Ces pays seraient l'avant-garde. Mais après, l'avant-garde, c'est ceux qui ont envie d'y être. Vous voyez, vous prenez un exemple. Je prends l'exemple de la Pologne. Les Polonais, très longtemps, ont été considérés comme plutôt en arrière de la main sur les questions d'intégration européenne. Plus du tout maintenant. Les Polonais sont convaincus qu'on a besoin d'une Europe forte. Mais vous voyez bien qu'on ne peut pas faire une Europe forte à 28, c'est pas vrai. On ne peut pas faire une Europe qui va aller vers une harmonisation fiscale, une harmonisation sociale, avec des pays qui n'en veulent pas. 2 Europes, et vous mettez la Turquie, vous l'avez dit très rapidement, dans cette deuxième Europe plus large qui est juste un marché. C'est un marché. Le reste devient un marché. Et d'ailleurs, on a un accord de libre-échange avec la Turquie. Mais moi, je veux qu'on ait une Europe qui aille vers une intégration politique, économique, vers des politiques industrielles, vers des politiques de recherche européennes, et qui laisse aux États nationaux toute une série de sujets qui ne relèvent pas de l'Europe. Voilà, c'est tout. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Les États-Unis poussent à l'intégration de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie. J'y suis opposé. Voilà. Et je voulais savoir, en tant que ministre de la Défense, est-ce que... Sauf si vous avez une zone de libre-échange. Après. Oui. Est-ce que vous avez senti cette pression quand même américaine sur les institutions européennes, sur une géopolitique qui consiste à faire refluer la Russie vers son continent intérieur? J'avais eu un jour cette conversation avec mon collègue de la Défense. C'était rare qu'on aborde des questions autres que celles de la Défense, mais il m'est arrivé d'avoir cette discussion-là avec de grands responsables politiques américains au Congrès ou avec Bob Gates. Et je disais, mais est-ce que moi, je te demande d'intégrer le Mexique? Il me dit, c'est pas pareil. Je dis, mais en vertu de quoi? C'est la même chose. Alors, comment conciliez-vous votre attachement à cette Europe fédérale et votre réserve à l'égard de cette intrusion américaine? Bon, honnêtement, les Américains sont plutôt désolés souvent On dit souvent qu'il y a une espèce d'ambiguïté entre des Américains appelant toujours à ce que les Européens fassent plus, notamment en matière de défense, sur le partage du fardeau, et qu'en même temps ils sont ravis parce que cette construction de vassalité les amène à continuer à dominer le continent. Je pense que, in fine, aujourd'hui, les Américains sont plutôt désolés de cela. Je crois qu'ils sont... Oh, si. Ils auraient été désolés d'une Europe européenne, mais à partir du moment que la France a intégré le commandement intégré de l'OTAN, ils sont très contents qu'il y ait un pôle intégré dans l'OTAN, un pilier européen. Oui, mais sauf qu'il n'y a pas de pilier européen. L'Europe de la défense devrait être ce pilier européen. Et ça ne l'est pas. Ça n'existe pas. Romain Mazno, RCF. La Centrafrique a atteint un niveau de violence intercommunautaire alarmant, c'est ce que dit le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. La France a déjà 400 soldats sur place à peu près. Est-ce qu'il faut s'engager davantage en Centrafrique? Est-ce que la France a les moyens aujourd'hui de s'engager en Centrafrique? Elle en a les moyens. Et la volonté? Après, c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est à la France d'aller régler toutes les questions de stabilité politique ou dans l'ensemble, même si c'est sa zone d'influence? Si c'est pas la France, c'est qui? Pour ça, il y a une institution qui s'appelle l'Union africaine. Et c'est une affaire On n'a pas beaucoup entendu sur cette affaire. Non, comme sur beaucoup d'autres. Oui, voilà. Mais on les... Après, c'est la même question que sur le Mali. Quand j'entendais le gouvernement nous expliquer que rapidement les Africains allaient prendre le relais, je leur disais, c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas de pays africain ou presque qui sont capables de pouvoir construire une force avec un squelette militaire relativement solide pour pouvoir préserver, grosso modo, les intérêts fondamentaux d'un État qu'on essaie de reconstruire.
Et donc, la vraie question, c'est la faiblesse de l'Afrique. Mais si François Hollande annonce l'envoi de troupes françaises en Centrafrique, vous le soutiendrez ? Je le soutiendrai dès lors qu'il y a en même temps ce qu'on n'a pas fait, par exemple, sur la Syrie, qu'aurait dû faire François Hollande. C'est au lieu d'engager la France immédiatement, c'est d'abord d'essayer de construire une démarche politique européenne. De réunir les Européens, de leur dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Et donc, si on décidait de s'impliquer un peu plus en République centrafricaine, ça veut dire aussi que d'abord, on essaie de construire une réponse européenne. Je l'avais fait, moi, en mon temps, avec You4 Tchad, où nous avions mené, qui a été la plus grande opération militaire jamais menée par les Européens, nous avions apporté une réponse européenne face au déséquilibre et à l'instabilité de la région. C'est une conviction européenne ou Non, c'est monsieur. aussi un aveu d'état de l'armée française? Vous avez été ministre de la Défense, vous Voilà. connaissez très bien l'état de l'armée française, qui aujourd'hui peut-être vit au-dessus de ses moyens, au moins les moyens que le politique lui confère dans ses opérations extérieures. Est-ce que vous êtes inquiet ? C'est une conviction d'abord européenne, qui est celle de dire aux Européens, nous avons vocation ensemble de traiter des sujets qui nous concernent, nous, collectivement. Qu'en plus, ça nous permette de faciliter la vie de l'armée française. Est-ce que vous êtes inquiet pour la fiabilité des armées françaises, compte tenu de leur état de délabrement matériel aujourd'hui ? Je regrette beaucoup la loi de programmation militaire telle qu'elle a été construite. On va la voter, en débattre la semaine prochaine. Je voterai contre. Oui. Je voterai contre non pas parce que je reproche à François Hollande de ne pas mettre l'argent nécessaire. Il faut être raisonnable. Bon. On est dans une telle situation. Mais je regrette beaucoup que là aussi, on a fait du Hollande. C'est-à-dire ? On a fait du Hollande, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre des décisions, on met la poussière sous le tapis et on laisse aux successeurs les vraies questions. Les vraies questions qui sont... Et alors, il y a 3 sujets. Le premier, on annonce des restructurations, mais au lieu d'annoncer un plan, moi j'avais annoncé un plan, suppression de 54 000 postes, la fermeture de régiments de base, et on a eu 6 ans pour le mettre en œuvre. Là, comme on ne veut pas faire de bruit et qu'on ne veut surtout pas gêner les camarades socialistes pour les élections municipales, on annonce mesure après mesure, donc vous n'avez pas de plan d'ensemble, donc vous avez des temps de réponse pour la reconversion des sites qui sont extrêmement faibles, et vous méprisez le personnel en même temps, parce que vous ne leur dites pas comment les choses vont se régler. Ça, c'est le premier problème. Le second sujet, c'est que la France n'est plus une puissance militaire globale. C'est terminé. Ça, c'est clair pour vous ? C'est évident. Et donc, et nous ne le serons pas demain, parce que malheureusement, les crédits vont en diminuant. Et donc, je dis, il fallait procéder à une vraie réorganisation et restructuration, selon moi, à partir d'une idée simple. La construction d'un corps expéditionnaire ou d'une force de réaction rapide nous permettant de mener en autonomie stratégique une opération type le Mali, que nous ne menons même pas seuls aujourd'hui. On a besoin des Américains pour le faire. Et 2, qu'ensuite, comme les autres pays européens, nous puissions apporter des briques capacitaires, comme on dit dans le jargon, pour des opérations en coalition, puisque la plupart du temps, nous intervenons en coalition. Avec d'autres. Ça, c'est le premier sujet. Et le second sujet, c'est bien entendu d'aborder la question du nucléaire. Est-ce que la France peut maintenir 2 composantes nucléaires alors que son budget se réduit ? Composante navale, composante aérienne. Oui, et moi, j'aurais aimé que cette question-là soit sur la table. Elle n'est pas facile, mais on est là. C'est toujours pareil. On est dans le symbolique. Et pour faire chef, Hollande en a besoin. Surtout face à des militaires. Et donc, le nucléaire, ça fait partie de la construction de cette mystique-là et du symbole. Mais avoir un nucléaire qui va représenter, entendez-vous bien, on est en 2014 ou presque, dans 6 ans, 30% des crédits militaires, c'est pas raisonnable. Une dernière question de Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Même 2. Soyons brefs, nous arrivons à la fin de la deuxième partie, Louis. La presse américaine a dit que les 2 journalistes avaient été égorgés. Lesquels ? Les 2 journalistes de RFI. Oui. Vous avez des informations là-dessus ? Vous confirmez cette information ? Je n'ai pas d'informations. La seconde question, les Américains ont procédé à des attaques sur le Pakistan au moyen de drones. Qu'est-ce que vous pensez de ce mode d'action là ? Encore 5 morts du côté des talibans, après avoir tué l'un des chefs talibans. Oui, mais ça fait des années que les Américains utilisent des drones pour mener des opérations. La frontière est tellement une passoire, et c'est tellement de bases
refuge pour l'ensemble des talibans, qu'il faut bien utiliser des moyens militaires pour essayer de leur porter des coups. Alors je sais bien quelles sont les critiques qu'on peut effectuer sur les drones, mais quand on fait la guerre, il faut la faire, quoi. Mais il y a un avenir industriel. La France pourrait développer ce type de réponse. La France a malheureusement beaucoup de retard sur les drones. J'avais été, avec Nicolas Sarkozy, à l'origine d'un grand traité avec les Britanniques sur la construction d'un certain nombre de programmes militaires nous permettant de combler ce retard, et notamment le drone. Bon, malheureusement, j'ai le sentiment que tout ça ne va pas très bien pour le moment. Alors, il y a de nouvelles initiatives, mais il faut que les Européens construisent une réponse industrielle qui leur est propre, comme je l'ai fait sur la 400M. Si la 400M existe aujourd'hui, c'est grâce à moi, j'ose le dire, bon, grâce à l'ADS, mais grâce à moi aussi, parce que les Européens voulaient abandonner ce programme. La 400M, c'est l'avion de transport militaire. Un avion de transport capacité qui va être un formidable succès à l'exportation, qui va développer considérablement les moyens d'action de l'armée française, des moyens de projection, etc., d'approvisionnement, qui est un avion totalement révolutionnaire et qui est porté par un certain nombre de pays européens, et d'ailleurs d'autres aussi, puisque la Turquie, par exemple, en achète. Mais on a besoin de faire ça sur le drone aussi. Très bien, nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Et dans quelques instants, nous retrouvons notre invité Hervé Morin, ancien ministre de la Défense. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière édition, cette dernière partie de Face aux chrétiens, pardon. Notre invité aujourd'hui était Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, député UDI de l'Eure, président du Nouveau Centre. Il est interrogé dans cette édition par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Romain Mazenot pour RCF et par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. C'est Louis Dauphren qui pose la première question. Vous êtes également maire d'une petite commune. Oui. Si la question se pose, je ne sais pas si elle s'est posée d'ailleurs, de devoir marier des personnes de même sexe, vous le feriez ? Je le ferai. Hervé Morin. Je le ferai comme je mettrai en œuvre une réforme aussi stupide que la réforme des rythmes scolaires. C'est-à-dire par sens républicain ? Parce que je pense que le maire ne peut pas faire ça. Le maire ne peut pas ? Le maire ne peut pas ne pas appliquer la loi. Le maire ne peut pas ne pas appliquer la loi, c'est ça. C'est Quelles que soient vos convictions, la clause de conscience n'est pas pour vous. Ben, dans ce cas-là, je pense que vous ne pouvez pas, sauf si vous décidez de rentrer dans un système de contestation du régime. Bon, alors là, après, on est dans une autre démarche. Mais le maire, tous les matins, il est officier de police judiciaire. Et tous les matins, le maire dit à ses concitoyens, respectez la loi. Je vous demande de la respecter. Et après, quand vous vous retrouvez face à un citoyen qui vous dit, mais monsieur le maire, vous me demandez de respecter la loi, mais vous la respectez ? Voilà. Donc c'est le socle républicain qui est en cause. Ouais, là, Dieu sait que je comprends qu'on puisse, sur des sujets comme cela, déjà pour le mariage, chose est simple, on peut toujours demander à un adjoint qui n'est pas dans la même situation, mais je pense plus, pardon, mais... C'est sur le principe. Hein. Je pense que sur le principe, on ne peut pas faire ça. Mais vous demandez rien à un adjoint ? Je le ferai moi-même. Je veux montrer que la loi s'applique. Je n'ai pas voté ce texte, mais je veux montrer que le maire respecte la loi. Romain Mazenot, RCF. Est-ce que quand la droite reviendra au pouvoir, elle devra réécrire cette loi, comme le disent certains, comme Laurent Wauquiez par exemple, ou d'autres ? Laurent Wauquiez raconte des histoires. Il ne la modifiera pas. Parce qu'on ne peut pas réécrire Parce qu'on ne la réécrira pas, et parce qu'un gouvernement qui arrivera au pouvoir en 2017 aura d'autres priorités que de remettre le pays à feu et à sang sur un sujet comme celui-ci. Vous verrez ce que je vous dis. Et il y aura également des situations de fait. Il y aura une situation de fait et on ne reviendra pas là-dessus. Comme on n'est pas revenu sur le Pax. Je vous rappelle qu'en 1998, nous avons manifesté contre le Pax et nous ne sommes pas revenus contre le Pax. Nous ne reviendrons pas sur cette question, j'en suis sûr. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu un pays européen revenir là-dessus ? Aucun. Je pense qu'il y a pour nous des sujets, excusez-moi, plus importants que celui-ci, qui est de remettre le pays sur les rails. Et il y a, sur les questions d'éthique, de société, il y a des sujets plus centraux, qui pour moi, sur lesquels on doit très clairement fixer des principes intangibles. Par exemple ? Comme la procréation médicale assistée,
comme la gestation pour autrui. Sur ces sujets-là, on doit très clairement dire que pour nous, c'est inacceptable et que ça ne se passera pas. Mais beaucoup disaient ça à propos du mariage entre personnes de Oui, même mais sauf sexe. qu'on n'a Et donc pas eu- la frontière s'est déplacée. Parce qu'on n'a pas la majorité. Excusez-moi de vous le dire, mais moi, j'étais pour un contrat d'union civile. J'ai toujours dit, j'ai toujours expliqué pourquoi. Les socialistes ont décidé d'en faire un marqueur et d'aller vers le mariage. Très bien, mais je vous dis qu'on ne reviendra pas en arrière là-dessus. Laurent de Boissieu-Lacroix. En queue de comète des mobilisations contre le mariage pour tous, il y a eu des dérapages racistes qui visant une ministre de la République, Christiane Taubira. Certains en disent qu'aujourd'hui la France est raciste. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ou non? Hervé Morin. Je pense que la parole s'est beaucoup libérée dans le climat de violence dans lequel on est. Elle se libère avec des excès absolument abominables et insupportables, mais on est dans une société qui accède à des niveaux de violence et d'intolérance comme jamais, très tolérante sur des comportements personnels et très intolérante sur l'autre. Parce que derrière ça, il y a, je ne parle pas du racisme, mais globalement, il y a un sujet de fond, c'est qu'on est en train de changer de monde. C'est ça la réalité. Et que dans ce changement de monde, il y a des choses qui sont extrêmement dures pour une partie de la société française parce qu'on ne leur décrit pas ce nouveau monde. Ça, vous le sentez dans l'heure chez vous? Oui, on le sent partout. Qu'est-ce que c'est le nouveau monde? Dans ce nouveau monde, notamment, c'est une société qui est plus polyculturelle qu'elle ne l'était il y a 20, 30 ou 40 ans ou 50 ans. Parce que la tradition française, ce n'est pas une société multiculturelle, contrairement à Non. d'autres traditions plus anglo-saxonnes. J'entends bien, mais je dis que qu'il n'empêche que la réalité, elle est là. Donc il faut, Bon. Il faut expliquer expliquer aux gens que la tradition française de République indivisible, une indivisible, c'est fini. J'ai pas dit ça. Ah ben, je encore. dis ça. traduis vos... Non, je Allez-y, dis Hervé Morin, simplement que expliquez-nous. la société polyculturelle dans laquelle nous sommes de facto est où on a besoin de trouver de nouveaux ajustements. La reconnaissance Et de moi, communauté de tribus, laissez-moi finir. Et mes ajustements à moi, c'est notamment, et je vais vous faire une proposition de loi que j'espère que dont on parlera dans la Croix. Je dis que je suis en train de recenser tous les éléments sur lesquels la République française fait preuve de faiblesse ou de lâcheté. Et je veux que nous disions très clairement que la République une et indivisible, avec ses principes républicains, eh bien, elle doit les appliquer avec une fermeté Alors, à quoi on impitoyable. touche pas ? Et elle ne doit rien lâcher. Quand j'observe un certain nombre de politiques, notamment en matière de politique familiale, où on verse des pensions de reversion à des familles polygames, je dis que si la France n'accepte pas la polygamie, elle ne doit pas accepter ce genre de choses. Je considère que sur la laïcité, on ne doit pas accepter un tant soit peu, de façon, mais ça ne doit pas être accepté un instant qu'un maire considère qu'il y a des ouvertures de piscine qui sont des ouvertures de piscine dédiées à une partie de l'humanité et pas à l'autre. Je considère que sur les cantines, il ne doit pas y avoir 3 types de repas. Il y a des choses sur lesquelles on doit fixer des règles très simples. Et en même temps, puisqu'on on pense toujours dans ce cas-là, notamment à la communauté musulmane, on doit dire que dans une société laïque, c'est une société qui accepte, qui a une liberté de conscience, qui garantit la liberté de conscience et de culte à chacun, et donc avoir en quelque sorte un contrat, un pacte de confiance avec la communauté musulmane, leur permettant de pouvoir pratiquer leur religion dignement. Ça veut dire quoi, par exemple concret, c'est faire en sorte qu'il puisse y avoir des carrés musulmans dignes dans les cimetières français qui en ont besoin. Mais il faut que dans cette société nouvelle dans laquelle nous sommes, je veux dire, c'est un monde nouveau, on est dans un moment charnière de l'humanité. Je suis en train d'écrire un livre que je termine ce week-end, la relecture, qui s'appelle, que j'ai appelé Lettre à Alma. C'est un petit livre qui est Alma, qui est la petite fille qui a 2 mois d'existence aujourd'hui. D'accord. Et qui partait de quelque chose d'assez simple, c'est
quand j'étais gamin avec mon père, souvent mon père me disait, on avait ce truc en l'an 2000. Vous voyez, on voyait les Américains se C'était hier. poser sur la Lune, et puis on se disait, mais quel monde en l'an 2000 ? Et finalement, c'est pas du tout le monde qu'on imaginait. Et donc, je dis, ce petit ouvrage veut dire, voilà, la responsabilité des politiques françaises, c'est de dire aux Français, n'ayez pas la nostalgie d'un monde d'hier ou l'archaïsme de penser qu'on peut revenir à ce monde, c'est fini. C'est un monde nouveau. C'est un monde aussi radicalement nouveau que lorsque Gutenberg a inventé l'imprimerie, qu'on est passé du Moyen-Âge à la Renaissance. Et donc, ça impose de modifier notre logiciel économique sur un certain nombre de points, ça impose de modifier notre logiciel en matière d'éducation, ça impose de modifier notre logiciel dans la construction du pouvoir en faisant confiance aux structures de base de la société française que j'évoquais tout à l'heure. Vous confondez les transferts de population qu'on connaît aujourd'hui avec des présences très fortes de personnes d'origine culturelle différente avec des inventions humaines comme l'imprimerie, ça n'a rien à voir. Non mais j'ai évolué sur le débat, on est passé. Mais dans ce monde nouveau, il y a notamment le fait, en effet, on n'a plus la même homogénéité culturelle que nous avions il y a encore 30, 40 ans. Et c'est bien ça ou pas ? Bah, c'est comme ça. Oui, mais est-ce que c'est bien pour vous ? Est-ce que c'est un plus ou est-ce que c'est un moins ? C'est un plus si on le construit convenablement, c'est tout. D'accord. La seule chose, c'est qu'on ne le construit pas convenablement. Mais la société américaine, elle a su construire ça comme un plus. Elle s'est fondée sur d'autres bases aussi. Oui, quand vous voyez... Non, mais quand vous voyez... Regardez de près les États-Unis. On a ouvert un débat passionnant, mais il nous reste quand vous voyez que les sociétés américaines vont recruter des jeunes de nos banlieues pour travailler dans leur entreprise parce qu'ils pensent qu'un commercial qui parle 2 ou 3 langues et qui a une autre approche culturelle, c'est éventuellement plus facile pour vendre un certain nombre de produits. Nous, on n'a pas su transformer tout ça en une chance. Peut-être aussi parce qu'on a eu des faiblesses sur un certain nombre de principes. C'est ça que je veux dire. Une dernière question de Romain Maznon, RCF. Dans ce monde nouveau, est-ce que le travail le dimanche, ça doit être considéré comme quelque chose de normal ou est-ce qu'il faut poser des limites Eh bien, je vais déposer une proposition de loi la semaine prochaine sur ce sujet-là. Moi, je suis à la fois pour faciliter le travail le dimanche en faisant un principe, non pas une exception qui doit être demandée, une dérogation qui doit être demandée, mais en fixant le principe que, sur la base du volontariat, le travail du dimanche est possible pour toute une série d'activités. Parce que dans ce monde nouveau, excusez-moi, mais Internet, il n'attend pas le dimanche soir, il n'est pas fermé le dimanche. Les grands magasins, on va vers le 7 jours sur 7. Voilà. On va vers le 7 jours On sur va 7. vers le repos hebdomadaire, bien entendu, avec Variable. une préférence le dimanche, mais ça peut être sur un autre jour de la semaine aussi. Très bien, on vous a compris, c'était le dernier mot de notre invité, Hervé Morin. Hervé Morin, député de l'Eure, cofondateur de l'UDI, président du Nouveau Centre et également ancien ministre de la Défense. On l'a bien entendu pendant cette édition de Face aux Chrétiens. La semaine prochaine, notre invité sera Jean-Vincent Placé, sénateur, président du groupe écologiste au Sénat. Ça sera l'occasion du congrès d'Europe Écologie Les Verts. D'ici là, vous pouvez évidemment nous retrouver sur l'ensemble des sites partenaires de Face aux Chrétiens. Merci à vous tous. À la semaine prochaine.